Salutations, c'est Ginji pour GinjiDR, ma rubrique sur le jeu de rôle. On va attaquer un sujet qui fera partie d'un ensemble qui sera peut-être assez déconstruit. Je vous explique le contexte. J'étais censé faire une vidéo pour parler de l'autonomie des joueurs. Malheureusement, je me rends compte que c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer en une vidéo. En tout cas, pour éviter qu'elle fasse une heure, je devais attaquer un principe. Et pour moi, ce principe, c'est la perception des joueurs, puisque c'est une des failles, une des erreurs que j'ai fait pendant mes années de masterisation. Chose que j'ai corrigée en septembre 2018. Alors, je vous explique. Normalement, il y a des possibilités combinatoires assez énormes dans le média qu'est le jeu de rôle. Pour autant, il est souvent en fonction de la personnalité des joueurs et aussi de, on va dire, de leur sens commun en fonction de ce que vous avez présenté comme étant du jeu de rôle, une frontière qu'il faut entendre à dépasser, ne serait-ce que pour les joueurs. Sauf que dans cette phrase, il y a une erreur, parce que il faut dire les joueurs et le MJ. Et pour ça, il faut que je vous explique. Quand j'ai créé mon premier jeu de rôle, et que je l'ai remanié une fois, du coup, je me suis surtout focalisé sur les points de règles à modifier et aider les joueurs. Mais moi, je remarque le point d'origine du problème comme étant, je dirais, la fin du deuxième playtest et le début d'une campagne officielle. Campagne que dans ma tablée on appelle l'âge d'or. Alors, pendant cette campagne, et surtout avant, il y avait pas mal de ralentissements vis-à-vis de certaines parties qui venaient du fait que il y avait beaucoup de joueurs qui s'amassaient, beaucoup qui partaient, le fait que les aventures étaient assez déconstruites les unes des autres. Il y en a qui formaient une histoire tout le long, mais c'était une courbe assez, dire ça. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est sinusoïdal, parce que ça voudrait vraiment dire qu'il y a eu des hauts et des bas. Je dirais plus qu'il y avait un manque de constance dans les réactions des joueurs. Puis, on est arrivé à l'âge d'or, et je me suis rappelé de justement de ce manque de réactivité. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui est rentré en compte, c'est-à-dire la perception des joueurs. Pourquoi elle est rentrée en compte? Ben, c'est parce que je décrivais une scène, mais disons que dans la démarche de quand on décrit une scène en tant que MJ, on présente ce qui est visible de manière claire pour chacun des joueurs. Donc, en fait, on plante le décor et la scène. Si vous n'y voyez pas de problème, je vais vous expliquer où il y en a un. En fait, vous faites un décor, vous visualisez, vous dites, par exemple, l'exemple de la salle ne me plaît pas trop parce que finalement, je ne suis pas genre à jouer dans un univers à donjon. Je vais plutôt parler du cercle d'influence de la scène. C'est qui est beaucoup plus englobé. Les joueurs de Warhammer voient à peu près ce que je veux dire, ou les jeux qui n'ont pas de donjon, ce genre de choses-là. Du coup, j'ai présenté ce qui était plus ou moins en évidence, en gros ce qu'ils voient. Mais il y a une différence entre voir et regarder. Voilà, humer et sentir, écouter et entendre. Je pense que vous avez un peu compris, je vais arrêter avec ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les joueurs, ils voyaient et ils ne regardaient pas. Voilà, ils sentaient, mais ils ne zoomaient pas. Et vous avez un peu compris le délire. Alors, qu'est-ce que ça change? Ce que ça a changé chez moi, c'est que quand je suis arrivé à l'âge d'or et dans le premier scénario, la première partie, pardon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé une espèce d'énigme dans un ziggurat qui était composé de glyphes posés au sol, et il y en a qui activaient des effets, d'autres pas. Et je me suis rendu compte que il y avait une logique dans les pièges, j'ai travaillé ça à l'avance, parce qu'on ne sait jamais, mais que ils ont vu, mais ils n'ont pas regardé. C'est-à-dire qu'ils ont marché,
Je leur ai expliqué qu'il y avait des glyphes différents. Ils ont marché, ils se disent, ouais, je marche sur celui-là, moi je marche sur celui-là. Et du coup, ils ne faisaient pas attention, en tout cas dans la première demi-heure, ils ne faisaient pas attention à, quel glyphe active quoi. C'est quand ils se sont pris, ils ont décidé de marcher sur une glyphe en particulier. Bon, ça allait, ils ont trouvé une des premières glyphes assez facilement pour traverser, mais les autres, ils se sont dit, ouais, mais comment on fait ça? Il y a un chemin où les glyphes que j'avais qui n'a déclenché rien, justement, n'étaient plus disponibles et il y en avait d'autres. Donc il fallait trouver une autre qui pouvait trouver un chemin. Et du coup, c'était la grande catastrophe. Après, je me suis rendu compte que en faisant en faisant l'analyse de tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, je m'étais rendu compte d'une chose, c'est que déjà à l'époque, je jouais à Donjons et Dragons, le jeu de plateau, qui a été publié par Hasbro, et j'étais un excellent maître du donjon, pas celui qui balance les meilleurs monstres, tout ça, mais le tacticien, celui qui pose le piège, qui met pose des pièges, qui met un doute. Est-ce que là il y a un piège? Des pièges là où on n'est pas censé en avoir, ou plutôt les pièges qu'on ne voit pas venir. Et de l'autre côté, j'avais mis en tout premier scénario, si je ne me trompe pas, le tout premier scénario que j'ai fait dans mon tout premier playtest, en groupe avec cette tablée, c'était une enquête. Le problème, c'est que les enquêtes, si les gens ne font pas trop appel à leur sens commun ou ne cherchent pas suffisamment assidûment, ben justement, ça traîne en longueur. Donc, du coup, c'est cet amas de toutes ces choses-là qui me dit, qui faisait que progressivement, je pense que ça s'est fait instinctivement, c'est pas j'ai décidé, c'est instinctivement, à chaque fois que mes joueurs entraient dans une salle, ou dans un endroit, dans une scène, je leur disais toujours, faites un test de perception. Et c'est là la première erreur que j'ai faite, en tout cas une des erreurs monumentales que j'ai faites dans la construction des personnages et aussi dans la pédagogie que j'ai eue avec mes joueurs. Je n'irai pas jusqu'à dire éducation, il ne faut pas déconner. Si vous leur dites tout le temps, faites un jet de perception, ben ils seront tentés de le faire et de voir ce qu'il y a à voir. Sauf que même nous, en tant que personne, chaque chose qui n'est pas dans notre vision, on ne zoome pas dessus, on ne regarde pas ça. Sinon, si vous faites ça, posez-vous des questions, mais je vais dire, limite, ça serait presque de la paranoïa de faire ça. Et pourtant, c'est pourtant ce qui a fini par se faire. Cette erreur-là, elle est très commune. Ça je m'en rends compte. Mais il faut bien en parler à un moment ou à un autre. Parce que finalement, si vous voulez vraiment poser des difficultés à vos joueurs, et que vos joueurs sont tout le temps obnubilés par le fait de faire un test de perception, ben, ce fameux test de perception, il ne sert à rien. En gros, c'est, regarde, je te présente la majorité de la scène, ben, il y a un truc que tu dois découvrir. Si tu réussis, tu réussis. Si tu réussis pas, si c'est une créature hostile, elle te tombe dessus. Si c'est une créature alliée, ben, tu t'en fous. Si c'est un objet, ben, tu t'en fous, parce que tu l'as pas. À ce moment-là, ça devient ridicule. Mais le pire, c'est que ça, je m'en rends compte que récemment. C'est pas genre je me suis dit ça, enfin, à partir du moment où je l'ai appliqué en septembre, avant, je m'en rendais pas compte. Et du coup, j'avais envie de vous parler de ça. C'est une des erreurs que j'ai faites, une erreur qui est très commune, et je pense que je vais parler aussi de mes erreurs, mais c'est vrai que c'est un peu en contradiction avec ce que j'ai dit. Enfin, ça a l'air d'être en contradiction avec ce que j'ai dit dans ma vidéo sur est-ce que je suis pour ou contre les tutos JDR. Là, je dirais que cette erreur-là, elle est assez commune et j'attends, en tout cas pour ceux qui ont consulté cette vidéo, que justement, encore une fois, que vous appreniez à vous écorcher les genoux et à faire vos propres erreurs. Je ne vous dis pas un guide de vie, mais là, je suis en train de vous poser en ce moment précis un problème majeur, je dirais même qui est vital. À partir du moment où je me suis rendu compte de ça et j'ai dit aux gens, je ne vous dis plus de faire de tests de perception, mais il fallait quand même un truc pour corriger mon erreur, parce que ils ont déjà cet automatisme. Donc leur dire ça alors qu'ils n'ont fait que ça,
les habitudes dans la vie dure. Je pense que vous le savez. Et c'est à ce moment-là que j'ai intégré un système qui est temporaire pour pallier le problème. En gros, je leur dis, vous allez dans une scène, je vous décris la chose. Le problème n'est pas le test de perception en soi. Le problème, c'est que les joueurs doivent poser les bonnes questions pour savoir ce qu'ils doivent regarder. Vous voyez? Pour vous donner un exemple, vous êtes sur le long d'un chemin de prairie, il y a une route pavée. Vous voyez qu'il y a une route pavée assez, comment dire ça, qui est assez uniforme, et vous dites qu'il y a une route pavée. Et sur ce chemin de route pavée, sur ces étendues, la question c'est qu'est-ce que j'entends à ma gauche, par exemple, ou qu'est-ce que j'entends à ma droite? Est-ce que toutes les pierres pavées ont la même couleur? C'est des choses des fois qui peuvent être débiles, mais qui finalement peuvent justement faire la différence. C'est ce genre de questions-là. C'est pas le test de perception le problème. Mais en tout cas, je l'aurais dit, il faut que quand vous arrivez sur un lieu, vous vous posez les bonnes questions pour que je puisse vous dire ce que vous voyez. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que la première partie où ils avaient à faire ça, ça a été très difficile pour eux. Et c'est quand j'ai vu que ça a été très difficile pour eux, parce qu'ils étaient tout le temps obnubilés par ce test de perception, même en faisant le test de perception, et c'est là où justement je voulais en venir, et j'essayais de chercher mes mots, c'est que même si vous faites le test de perception pour dire est-ce qu'il y a un truc en particulier que je vois, c'est un truc particulier parmi tout ce qui existe. Donc c'est-à-dire que vous voyez, imaginez que vous voyez par exemple, avec le test de perception, quelque chose qui sort de l'ordinaire, imaginez que c'est 27% des choses sur lesquelles il s'est attardé. Et seulement 25%. Parce que si pour quelque chose sort du décor, ça, je veux dire, si c'est une grande statuette, évidemment, s'ils sont apportés, ils le verront. Si c'est une créature qui fait à peu près un peu plus de 40 cm et qui est en train de passer près d'eux, oui, ils sont plus ou moins obligés de le voir, surtout s'il n'a pas la même couleur. À moins qu'il ait la même couleur, et à ce moment-là, il devient les 27%. Je pense que vous allez commencer à comprendre. Et du coup, comment j'ai fait pour les faire s'émanciper de cet aspect? D'autant plus que s'il faut que je ne vais pas te donner des anecdotes, c'est pas trop mon délire. Peut-être que je vais faire un concept d'émission par la suite pour parler parler des anecdotes, mais je pense que je le ferai à partir du moment où je présenterai officiellement mes œuvres sur ma chaîne. Parce que oui, j'ai une vocation à faire se mentir, mes JDR et sortir mes JDR et aussi les présenter sur YouTube. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est assimilé, plus ou moins, mais il y a encore un manque d'émancipation, dans le sens où, justement, à des moments où ils se disent, je pense qu'ils se relâchent à certains moments, je décris la scène, je décris plus ou moins en laissant des indices, je fais toujours en sorte que quand je décris quelque chose, je représente le décor, l'ambiance, la température si besoin, mais aussi le ressenti du personnage. Et pour ça, je m'appuie évidemment sur soit ses stats, soit par une espèce de sens du danger. Et j'ai remarqué que c'est toujours au moment où les ennemis deviennent invisibles, ou plutôt sont furtifs. Le gros défaut de ma tablée en ce moment, c'est que les gars furtifs, ils les poutrent. Donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais mettre un système, et c'est ce que j'avais fait pour régler le problème, parce que voilà, c'est surtout de ça que je voulais parler, un système de paranoïa. Je vous explique. Il passait leur temps à dire fais un test de perception à chaque déplacement, en gros à chaque jet plus ou moins de table des rencontres. Et c'était chiant. C'est ah, je m'arrête, ah là là, tu vois ça. Ouais, non, mais j'ai de perception. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le système de paranoïa fait que si les gens s'attardent beaucoup trop et accumulent beaucoup trop de jets de perception, il est toujours logique que pendant le trajet, il y a des gens qui montent la garde, mais
s'ils abusent trop des jets de perception, à ce moment-là, il y a un phénomène qui est invisible, un phénomène de mécanique de jeu, que j'appelle la paranoïa, qui fait que ils vont être attentifs sur certains détails, mais pas d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des choses qui, dans leur jet de perception qu'ils auraient pu lancer par la suite, est automatisé et présent dans, justement, présent dans la scène que je vais décrire, les prochaines scènes que je vais décrire. Mais par contre, un élément ou des éléments vont ressortir pour leur poser une péripétie assez grosse. C'est pas le but de chercher l'angle mort de l'adversaire pour l'attaquer. C'est pas mon but. Pour moi, je préfère raconter l'univers tel qu'il se passe ou tel que je prévois le scénario et non pas être maître du donjon qui a pour but de justement tous les MJ posent une adversité. Moi, je pose l'adversité qui est présentée par l'univers. Jamais l'adversité que je pose, même si entre-temps, ce point de vue a changé puisque j'ai décidé d'être 50% maître du donjon, 50% maître du jeu. Parce que justement, il y avait des problèmes d'autonomie, mais sur d'autres aspects. J'en parlerai par la suite. Donc ce système de paranoïa, pour vous résumer ça, c'est s'ils font trop de jets de perception, ou la personne qui est censée être en tête de file, ou voire même la personne qui est censée être le guetteur, ils accumulent beaucoup trop de jets, et des fois même la notion de la réussite ou l'échouer, c'est tant qu'on fait le jet de perception, si on en fait beaucoup trop à chaque aspect, et on ne se contente pas de... Puisque, comme j'ai dit, le jet de perception n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il ne demande pas de détails dans la scène. Donc, s'il ne demande pas assez de détails et se focalise sur la perception, à ce moment-là, le système de paranoïa fait venir un élément extérieur qui leur tombera dessus, pas forcément tout de suite, mais après. Alors, est-ce que c'est fonctionnel? Je pense que oui. Ça a bel et bien fonctionné. Surtout que un de mes joueurs s'est fait quasi one-shot à cause de l'assassin. Je pense qu'il commence à être de plus en plus sur leur garde. Mais je dirais que dans mes joueurs, il y a un manque aussi de constance. C'est-à-dire que quand quelque chose doit être assimilé, ils l'assimilent, mais ils finissent tôt ou tard par l'oublier. À des moments où il ne fallait pas. C'est comme ça. Voilà. Donc, j'avais envie de vous parler de ça. Je pense que ça sera tout. Qu'est-ce que j'ai à dire pour conclure avec ça? Ça, c'est une des failles qui a été posée non pas par les joueurs, mais par moi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à les inviter à la table, ils ne connaissaient pas le JDR. Donc, c'était à moi de faire la démarche. J'ai plus ou moins bien défini ce qu'était le jeu de rôle et ses possibilités, et ils l'ont vite assimilé. Le véritable problème, c'est que aussi ils sont rentrés dans un jeu, le mien, qui justement la plupart du temps était en construction ou aussi mon univers avait cette image d'être un univers hyper dur, un jeu qui est difficile et aussi dans la plupart des cas, une, quand quelque chose te tombait dessus, c'était impressionnant dans le bon ou le mauvais terme. Donc je pense que l'univers occultait certaines choses et la posture de jeu en cours de création ou jeu plus ou moins qui n'est pas encore totalement fini faisait que je les épaulais un petit peu. Mais en même temps, c'était une erreur puisque ça a fini par poser des problèmes par la suite, euh, notamment des problèmes d'autonomie. La perception n'en est que parmi tant d'autres. Donc pour conclure, je dirais que si vous voyez que vos joueurs ont ce problème avec la perception ou que vous-même vous dites à chaque scène euh, il faut un test de perception. Si vous êtes quelqu'un qui jouait par exemple à Donjons et Dragons, je ne critique pas Donjons et Dragons, j'espère que vous vous en rendez compte, mais que par exemple vous arrivez à un moment où vous vous dites il y a des pièges, mais que vous leur dites faites un jet de perception, ben, si le routeur du groupe justement il peut localiser et désamorcer les pièges, dire de faire un jet de perception, ben justement ça enlève 50% de difficulté au piège. Un piège, il est intéressant qu'à partir du moment où on tombe dessus. Si jamais on tombe dessus trop facilement, ben, l'intérêt est relativement moindre. Donc je dirais que apprenez
apprenez aussi à discerner les moments où ils doivent s'attarder sur les détails et les moments où les jets de perception doivent s'ancrer. Pour moi, s'il faut faire une définition claire, pour moi, le jet de perception, c'est vraiment si le joueur a zappé quelque chose qui, normalement, dans les questions qu'il aurait dû poser et les choses qui auraient pu l'intéresser dans la scène, ne sont pas tombées dans son champ de vision. Pour moi, c'est à ça que servent les jets de perception, peu importe le sens. Mais pourtant, si vous sentez que l'adversité est beaucoup trop forte, il ne faut pas non plus rejeter totalement quelque chose. Si vous sentez que la difficulté va être énorme et que là, le jet de perception s'impose, à ce moment-là, n'hésitez pas à le faire. Mais ne le faites pas trop souvent. Bon, je crois que ça sera tout. C'était Shinji pour JDR. Désolé pour ma voix, en fait je suis grippé, mais j'ai dû faire la vidéo puisque j'ai décidé d'être un peu plus constant. Je pense que je vais faire les vidéos soit le vendredi, soit le samedi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire pouce en l'air. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est beaucoup la visibilité. En ce qui me concerne, comme j'ai dit, je vais faire les vidéos dorénavant le vendredi et le samedi, et il se peut qu'en fin de mois, je fasse un arpenteur vidéoludique. Je sais que c'est un concept qui n'intéresse pas trop les fans de JDR, mais j'entends justement faire pas mal de choses sur ma chaîne et les l'arpenteur vidéoludique, comme je dis, ils m'ont apporté quelque chose, même dans le milieu du JDR, pas tous les jeux. D'ailleurs, étant donné le caractère assez spécial du mois de février, probablement que la prochaine émission sera sur un arpenteur vidéoludique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore à dire là-dessus? Comme j'ai dit, je maintiens ce que je dis sur la vidéo de comment dire ça, les livres qui font des tutos JDR. Je considère que c'est à vous de faire vos actions. Des conseils sont toujours bons à prendre ou à rejeter. C'est vous, en contact des conseils, vous devez décider de ce que vous voulez en faire. Mais je voudrais quand même, en tout cas si vous êtes un joueur débutant et que vous êtes en train de regarder mes vidéos, je voudrais que vous appreniez à vous écorcher les genoux. Ça ne veut pas dire provoquer des erreurs, non. Ça veut dire jouer comme vous le sentez pour l'instant, tout en gardant en compte ce que vous avez vu. Et si vraiment ça vous aurait été utile, parce que là je pense que c'est quelque chose qui est très utile, surtout la définition entre la perception, les jets de perception et les joueurs qui doivent se poser les bonnes questions pour voir ce qu'il y a à voir, je pense que ça sera déjà un pas en avant. Je pense que le prochain thème de vidéo, pour essayer d'être raccord, je vais faire la rencontre vidéoludique. Et la partie d'après, plutôt sur la partie d'après, la vidéo d'après, la rencontre vidéoludique, ça sera justement sur encore dans l'émancipation des joueurs, mais sur un autre aspect, un aspect qui justement devait être un peu plus contrôlé par les joueurs et que j'ai observé. Donc c'était Jinji pour JDR. À plus tout le monde.